Europe Soir. Il est 19h13 et c'est l'heure des grands débats d'Europe Soir avec vous, Romain Husneau. Que valent les startups françaises? Peuvent-elles un jour rivaliser avec les géants de la Silicon Valley? On en parle jusqu'à 20h et je vous rappelle que vous pouvez suivre le débat en direct et en vidéo sur europe1.fr. Oui, le Google de demain peut-il naître en France? Les idées existent, le savoir-faire aussi, mais sur le faire savoir, c'est un peu plus compliqué. Dans Europe Soir, on se demande effectivement quel est l'avenir de la French Tech. A-t-on suffisamment le goût du risque? Y a-t-il assez d'argent pour faire grandir nos startups? Je vous présente tout de suite nos invités. Olivier Mathieu, bonsoir. Olivier Mathieu, qui est en ligne avec nous, cofondateur de Price Minister, président de France Digital, bonsoir. Bonsoir. Maximilien de Lezeloc, journaliste high-tech chez Tom's Guide, bonsoir. Bonsoir. Marie-Amélie Frère, bonsoir. Bonsoir. Fondatrice de l'application Linote et coprésidente de Girls in Web. Cédric Ingrand, bonsoir. Bonsoir Romain. Spécialiste des nouvelles technologies sur LCI. C'est peu de dire qu'Internet a un fort accent américain. Google, Facebook, Amazon, Twitter, la Silicon Valley domine le monde. Olivier Mathieu, en France, il y a des pépites mais pas de géants. Comment vous l'expliquez ? En fait, effectivement, on a ce qu'on appelle nous un écosystème qui est très favorable à l'innovation. En France, on a beaucoup de startups, beaucoup d'entrepreneurs, des très bonnes écoles d'ingénieurs. En revanche, on manque probablement de deux choses. D'une part, d'ambition internationale. Le caractère international étant aussi ce qui explique la taille des gros géants américains. Et puis par ailleurs également on manque de financement. Parce qu'il y a une question qui est très importante et qu'on doit soulever et aborder, c'est la question du financement, le financement des entreprises étrangères, mais également des groupes industriels français et des fonds d'investissement. Et là en France, on est plutôt le parent pauvre comparativement aux États-Unis, mais également à la place londonienne. Ce que vous nous dites, Olivier Mathieu, c'est que le potentiel existe, mais on ne sait pas forcément l'exploiter. Oui, on a plus de startups, si vous voulez, quand on regarde l'univers digital, numérique, on a plus de startups à Paris qu'à Londres, par exemple, dans les recensements. Pourtant, on en a moins qui deviennent vraiment des géants internationaux. Donc, il y a un aspect culturel, c'est l'ambition que je décris et qui manque parfois, qui n'est pas suffisamment international. Alors après, on a également des entrepreneurs français qui vont s'installer dans la Silicon Valley, en Asie, en Angleterre. Mais à mon avis, on peut réussir à partir de la France, à condition de trouver les financements, parce qu'il est vrai que l'univers des startups demande un financement important. Au départ, il s'agit de financer une entreprise qui n'est pas encore rentable, qui est en forte croissance et qui est en train de réfléchir à son modèle économique, qui est en train de le trouver. Une application sur un réseau social, une application mobile, un site de e-commerce, au départ, ça doit d'abord générer beaucoup de croissance avant d'atteindre la rentabilité. Donc il faut une culture particulière qui sont des investisseurs qui acceptent de prendre ce risque, c'est ce qu'on appelle le capital risque, qui acceptent de prendre ce risque avec des business angels, qui peuvent être des individus, des particuliers, ce que je fais moi à titre individuel, par exemple, d'investir de temps en temps pour accompagner un investisseur à titre particulier, mais également des fonds professionnels d'investissement de capital risque qui suivent et qui accompagnent. Mais il faut accompagner pendant un certain temps, parce que même Google ne s'est pas fait en 24 heures. Ouais. Vous, quand vous avez cofondé Price Minister, qui est un site marchand bien connu, vous avez eu le sentiment de prendre des risques ? De gros risques? On prend des risques personnels à partir du moment où on devient entrepreneur, mais à mon avis, ce risque culturel existe. On dit souvent qu'on prend pas assez de risques en France, et c'est vrai. D'une manière générale, les Français sont plutôt des épargnants et pas assez des investisseurs. C'est une réalité culturelle. Pour autant, on manque pas d'entrepreneurs. Ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est maintenant à passer l'étape d'après. C'est-à-dire vraiment, on a beaucoup d'entrepreneurs, mais il faut des entrepreneurs qui recrutent, des entrepreneurs qui investissent et des entrepreneurs qui deviennent plus internationaux. C'est-à-dire vraiment passer à la vitesse supérieure pour pouvoir se comparer aux pays qui sont les plus innovants. Et c'est vrai que les plus petits pays, souvent, on parle de la Scandinavie, qui a beaucoup de startups très innovantes, on parle d'Israël également, évidemment la Silicon Valley aux États-Unis, c'est souvent des entrepreneurs qui pensent international, global, dès le départ, dès le lancement de leur entreprise, et qui s'enferment pas dans un caractère hexagonal. Ouais. Maximilien de Lezeloc, vous qui êtes journaliste high-tech, vous qui suivez finalement au quotidien ce secteur, Olivier Mathieu disait en France il y a un manque d'ambition. Exactement. En fait, c'est moins qu'un manque d'ambition, il y a un manque de vision globale. C'est-à-dire qu'on a des acteurs qui sont puissants, qui sont français, exemple Le Bon Coin, mais Le Bon Coin s'exporte pas, alors qu'en France, ça dépassait eBay en termes d'audience. Donc il y a des acteurs qui ont un potentiel global énorme. D'ailleurs, Price Minister en était un, puisque ça a été racheté par un groupe japonais, Rakuten. Mais on a des solutions locales qui sont justement trop locales, trop centrées sur un marché français. Pourquoi Le Bon Coin, pour pas le citer, n'arrive pas à exporter ou à se transposer au-delà de nos frontières? Le nom déjà.
On a le même problème, par exemple, pour seloger.com, qui a une très bonne réponse, une réponse moderne à un problème ancien, le problème du logement. Face à ça, on va avoir un Airbnb qui réfléchit à une manière beaucoup plus globale de changer la manière de se loger et d'appliquer ça au monde entier. Donc, en fait, effectivement, on a du potentiel, on a du savoir-faire, mais on manque d'ambition. On se focalise trop sur notre marché. Ah, attention, le Bon Coin, pour préciser, c'est quand même un actionnaire qui... Oui, excusez-moi, le Bon Coin, c'est un actionnaire qui est scandinave, qui est Schibsted. Et donc, la marque Le Bon Coin n'existe qu'en France. En revanche, il y a l'équivalent qui a été lancé par le même actionnaire en Espagne, en Amérique du Sud, etc. Mais sur cette idée, on est trop, focalisé sur le marché intérieur. On pense pas assez international. La réalité, c'est qu'on est au départ un pays qui est un pays de grands groupes. On a des champions, on le sait, les champions du CAC 40. Donc on a des grands groupes industriels qui sont très bénéficiaires. Et généralement, on dit qu'on est un État également colbertiste, c'est-à-dire qu'avec un gouvernement assez interventionniste qui intervient sur les grands marchés et qui a soutenu la politique industrielle française, mais pas tellement les start-up et les PME. Donc les start-up et les PME, c'est une culture complètement différente qui implique plus d'agilité, un financement un peu différent. Et on parle de cette capacité-là, de ces petits entrepreneurs, ce qu'on a fait avec Price Minister, qui, eux, doivent raisonner différemment, parce qu'on rappelle souvent que toute grande entreprise a été petite un jour. Donc même les grands, même les géants, les Lagardère, les Bouygues, etc., à un moment donné, ils ont été petits. Et ce qu'on aimerait refaire, nous, et c'est ce qu'on essaie de soutenir avec l'association France Digital, ce sont des startups qui partiraient de France, mais qui rayonneraient dans le monde entier. Cédric Ingrand, quand on a une bonne idée, elle doit pouvoir s'imposer dans le monde. Pourquoi nous, Français, on n'y arrive pas ? D'abord parce qu'on démarre en France. C'est un moyen simple de tester sa bonne idée, d'abord sur le marché français. Le problème, il est là. Certains des intervenants, Olivier Mathieu l'a rappelé. Si vous commencez en France pour tester votre idée, si ça marche, et là vous vous posez la question, est-ce que je vais en Angleterre, en Espagne, est-ce que je vais en Allemagne, est-ce que je m'ouvre au monde? Pendant ce temps-là, si votre idée était si bonne que ça, un Américain l'aura reprise et lui se sera ouvert au monde directement avec des atouts qui sont d'abord la langue anglaise et puis qui sont aussi les financements bien plus importants qu'on peut trouver aux États-Unis sur une bonne idée. Ils sont comme ça, les Américains, ils piquent les bonnes idées. Non, ça marche aussi largement dans l'autre sens. eBay a vu combien de copycats, comme on dit, combien de copieurs s'ouvrir partout en Europe, avec succès d'ailleurs souvent, il a même dû parfois les racheter. Et ça se passe de la même façon pour Airbnb, pour d'autres. Tous les grands succès américains connaissent immédiatement des copies dans le reste du monde. Il y a des pays où c'est d'ailleurs la manière de faire. Si vous êtes un géant américain, vous aurez tous les mots du monde à vous imposer en Chine, par exemple, parce que vous trouverez sur votre route des clones qui l'ont fait évidemment plus rapidement que vous dans la culture chinoise, avec des outils chinois validés par le pouvoir chinois et les capitaux chinois, etc., etc. Donc évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, les Français qui ont une idée qui, a priori, peut avoir un rayonnement mondial immédiat, on les pousse plutôt à aller directement aux États-Unis pour démarrer là-bas. Il y a des noms qui me viennent, par exemple, dans les logiciels d'entreprise, comme Talend et d'autres, à qui leurs premiers investisseurs ont dit non, ne démarrez pas en France, prenez le premier avion, partez dans la Silicon Valley. Mais qui leur dit ça? Qui leur dit ça? Leurs premiers investisseurs. Et qui peuvent être français? Bien sûr, évidemment. Si vous êtes les investisseurs français disent à des entrepreneurs français allez monter votre boîte ailleurs. Si le marché est potentiellement mondial, ils ont évidemment intérêt à les pousser à le faire. Olivier Mathieu, vous qui êtes au contact d'investisseurs, ça vous choque ça? Moi, ça me choque pas parce que je pense qu'il faut pas raisonner uniquement. Enfin, moi, je trouve que c'est formidable quand les entrepreneurs français partent en Asie du Sud-Est ou aux États-Unis, parce que finalement, cette diaspora française crée un réseau d'une certaine manière qui permet de travailler aussi ensemble avec d'autres Français. La réalité, en fait, et ce que je trouve intéressant dans ce que décrit Cédric Ingrand, ça serait presque le parallèle avec le marché du cinéma hollywoodien. On adore tous les films hollywoodiens, et la réalité, c'est que les budgets hollywoodiens sont bien supérieurs aux budgets français ou italiens, parce qu'ils s'adressent à un marché au départ domestique qui est largement supérieur. Donc une fois que un film ou un blockbuster a été amorti aux États-Unis, il peut commencer à aller s'internationaliser, c'est-à-dire se vendre et s'exporter dans le monde entier avec la culture hollywoodienne, et ce sera du bénéfice supplémentaire. Donc c'est vraiment une question de taille du marché. Les logiciels, l'Internet ou le cinéma se ressemblent de cette façon parce que finalement on doit au départ investir un coût fixe, qui est le lancement d'un film ou le développement d'un site Internet, et ensuite le développer à l'international, mais les coûts sont très faibles ensuite. Mais pardon, donc, mais Olivier Mathieu, c'est bien aussi de lancer sa boîte en France. Mais c'est très bien de lancer la boîte en France, et je pense que grâce aux nouvelles technologies, de plus en plus maintenant, on voit des jeunes entrepreneurs français qui pensent, c'est pour ça que je suis très optimiste, si vous voulez, ou positif, qui pensent international au moment où ils sont en train de lancer leur entreprise. La réalité, c'est quand on a lancé Price Minister, c'était en 2001, si je dois faire un petit mea culpa,
On était avec Pierre Kosciusko-Morizet, Pierre Krings, Justin Ziegler. On a lancé Price Minister. On pensait pas encore très international. Et quand on a voulu le faire, il y a 15 ans à peu près, là, nos investisseurs nous disaient non, réussissez d'abord la France. Mais on s'est vite rendu compte que la France n'était pas un marché suffisant. C'est pour ça que je faisais le parallèle avec le marché hollywoodien ou le marché américain. C'est qu'on avait besoin d'un pays beaucoup plus grand parce qu'on se retrouve face à des géants qui sont des géants américains. Et beaucoup de l'Internet maintenant est dominé par les États-Unis, bientôt par la Chine, parce qu'ils partent d'un pays qui leur a permis d'accéder à une taille suffisante pour ensuite devenir réellement des investisseurs très forts dans tous les pays du monde. Marie-Amélie Frère, vous qui lancez justement une start-up, vous êtes la fondatrice de l'application Linote, vous avez choisi de rester en France. Pour l'instant, oui. Ouais. Et vous avez une vision globale, une vision monde déjà On a déjà lancé l'appli en 2 langues en fait. Elle est en français et en anglais de base. Pour l'instant, elle est uniquement sur iPhone, mais elle est lancée sur tous les App Store. Que propose cette application? Expliquez-nous. C'est un carnet d'adresses actif qui agit comme un pense-bête. Vous rentrez un nom d'endroit dont on vous a parlé et ça vous le rappellera quand vous vous trouverez à proximité. Donc vous allez suivre les conseils là que vous avez entendus depuis le début du débat? J'ai déjà commencé. Ouais, c'est vrai. Ouais. Est-ce que les startups françaises, Cédric Ingrand, ont une bonne image à l'étranger? Bien sûr, la France a d'abord une bonne image technologique à l'étranger. On est un pays d'innovation, on a d'excellents jeunes diplômés, qu'on exporte d'ailleurs massivement. Quand vous allez dans la Silicon Valley, il y a, selon les estimations, entre 40 à 80 000 Français qui y travaillent et qui y habitent. Vous allez chez tous les géants, chez Facebook, chez Google, chez les autres, vous allez toujours trouver des développeurs français, des directeurs techniques français, etc. Donc ça, cet export-là, il se fait de manière organique, parfaitement jusque-là. Et nos startups, oui, ont une bonne image. Le problème, c'est que si vous êtes une startup française, si aujourd'hui Marie-Amélie, par exemple, avait besoin de 50 millions de dollars pour son développement à l'international, eh ben, il faudrait qu'elle soit là-bas pour aller les chercher. Parce que les investisseurs étrangers investissent en France. La France est 2e pays mondial en termes d'investissement étranger. Le problème, c'est que si vous êtes dans la Silicon Valley, ça y est, vous êtes un local. Peu importe le pays d'où vous venez, on vous considère comme un local. Mais on n'investit pas à l'extérieur des États-Unis. Donc ça complique un peu les choses. Ouais. Ces expatriés français, vous les estimez à au moins 40 000. Ils reviennent ensuite en France? Toute l'expérience acquise là-bas en Californie peut profiter à la France? Évidemment, ça part et ça revient. Ça bénéficie aussi à la France de manière très très directe. Je tiens à vous rassurer. Quand une start-up française va s'installer aux États-Unis pour développer son marché, parce que son marché immédiat, c'est les 500 plus grandes entreprises au monde, c'est pas pour ça que tout le monde fait ses bagages. On a quand même un vilain petit secret qui est un énorme avantage concurrentiel, c'est que chez nous, les ingénieurs sont moins chers. Si vous allez dans la Silicon Valley, un jeune ingénieur sorti de Stanford qui fait du développement logiciel et des applications mobiles, vous allez le payer très cher. Vous allez le payer plus de 150 000 $ par an. Ce même ingénieur sorti d'une école, soit qui n'est pas Stanford, mais quand même en France, vous allez le payer 2 à 3 fois moins cher. Maximilien de Lézélec, on a à la fois une bonne formation et on est compétitif sur le marché. Ouais. Donc la question, en fait, c'est pas vraiment de savoir comment empêcher les gens compétents français d'aller à l'étranger, c'est savoir comment rendre compétitifs les marchés français, comment faire en sorte que les entreprises réussissent à récupérer du savoir étranger. C'est là toute la complexité et c'est là où toute la French Tech devrait vraiment être de réfléchir sur le sujet en fait, plutôt que de montrer des signes positifs envers le monde des entrepreneurs en disant on pense à vous, on veut soulager fiscalement et même au niveau administratif les entreprises, etc. Il faudrait aussi réfléchir à un moyen de rendre vraiment attractif la France pour tous ces cerveaux étrangers. Olivier Mathiot, quand vous parlez du savoir-faire français à des investisseurs étrangers, qu'ils soient asiatiques ou américains, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Il n'y a aucun problème. Non, le savoir-faire français est réellement reconnu. Il y a aucun doute là-dessus. La qualité des écoles d'ingénieurs. Souvent, hélas, d'ailleurs, les ingénieurs préfèrent aller travailler dans les secteurs financiers plutôt que dans les startups technologiques. Donc, il faut qu'on arrive aussi à les convaincre de travailler dans ces secteurs-là, parce que sinon, ils sont attirés par des salaires bien supérieurs à l'étranger. Mais on a aussi un autre problème qu'on pourrait signaler, qui est dans ce pays de la France, qui a des grands groupes industriels, ce qu'on appelle nous des corporates, en fait, des grands groupes institutionnels, qui sont connus, renommés, internationaux, souvent très profitables. En revanche, ils ont du mal, eux, à investir dans les startups françaises. La réalité, c'est que la culture américaine ou allemande ou anglaise fait que les grands groupes sont des investisseurs potentiels qui aident au développement des startups, alors que nous, nos grands groupes français, et c'est aussi pour ça qu'une société comme Price Minister a été revendue, je peux le dire parce que c'était officiel, 200 millions d'euros à un groupe japonais qui s'appelle Rakuten, comme vous le disiez tout à l'heure, alors que les groupes français équivalents proposaient une valorisation qui était de l'ordre de 4 à 5 fois inférieure à ce que proposaient les Japonais. Ce qui veut dire que les grands groupes français ont du mal à valoriser les startups françaises
Et donc on a un peu un problème de relation entre grands groupes et petits groupes en France. Et quand vous dites ça au patron du CAC 40, ils vous répondent quoi ? Je crois qu'ils sont d'accord en fait individuellement pour le dire. Et le rôle de France Digital, qui est l'association que je préside, c'est notamment d'aller à la rencontre de ces grands groupes et de les convaincre de faire de l'investissement parce que finalement l'innovation vient souvent des petites sociétés, notamment dans le domaine du numérique, ce qu'on appelle les startups, sont des petites sociétés agiles et les grands groupes souvent sont un petit peu engoncés dans une certaine inertie et ont du mal à innover, mais ils n'aiment pas qu'on leur dise et il faut qu'on arrive à réconcilier ce qu'on appelle le Small Business Act. C'est vraiment d'arriver à réconcilier les petits business avec les grands groupes français qui sont le fleuron de notre économie, mais qui sont peut-être pas l'avenir en termes de création d'emplois. Restez avec nous sur Europe 1, on poursuit notre débat dans un court instant. Europe Soir. Il est 19h29, c'est la suite des grands débats d'Europe Soir avec vous, Romain Husneau. Nous parlons des startups ce soir. Que valent-elles ? L'appui des pouvoirs publics est-il suffisamment efficace ? Vous pouvez bien sûr nous donner votre avis si vous le souhaitez sur Twitter via le hashtag E1Soir. Avec nos invités, Maximilien de Lezeluc, journaliste high-tech chez Tom's Guide, Marie-Amélie Frère, fondatrice de l'application Linote et coprésidente de Girls in Web, Cédric Ingrand, spécialiste des nouvelles technologies sur LCI. Et un nouvel invité, Guy Mamoumani, bonsoir. Vous êtes le président du Syntec Numérique, qui est le premier syndicat des entreprises numériques françaises, coprésident d'Open. On va rester avec vous, tiens, pour poser sur la toile, est-ce que l'Europe doit avoir son Google ? Évidemment, mais je crois que ça pourrait le dépasser. J'ai entendu avec beaucoup d'attention ce qu'ont dit les autres invités et qui sont tout à fait exact. Mais il faut rajouter que la French Tech, ce ne sont pas uniquement des startups. Une start-up, ce n'est pas condamné à rester start-up. Une start-up, ça doit devenir une PME, une ETI, et une ETI, un grand groupe. Et notre problème à tous, c'est de voir comment on va les accompagner dans ce long chemin. Et tout ce qui a été dit, en effet, concerne les difficultés et des start-up dans leur financement et dans leur développement, et je n'ai rien à y ajouter. En revanche, dès que ces startups deviennent des PME, deviennent même des ETI, elles ont une vraie problématique qui est celle d'abord de gagner de l'argent. Or, en France, avec les charges que nous avons, les contraintes que nous avons, il est très difficile d'être rentable. Et justement, je vais en profiter pour rebondir sur ce qu'a dit un des autres invités concernant le coût des développeurs. Ce qui est terrible, c'est que nos développeurs en France, en fait, ne gagnent pas assez. Mais en fait, ils reviennent très cher aux entreprises. Parce que tous les allègements de charges dont vous entendez parler systématiquement, y compris le CICE dernièrement, ne sont pas adaptés justement à nos développeurs et en général à tous les employés du numérique. Et ça, je crois que c'est un point important. Ça, c'est pas propre à votre secteur. C'est-à-dire que notre secteur, si vous voulez, quand on fait des allègements de charges en France, et vous avez vu le dernier sujet avec le Conseil constitutionnel, c'est toujours jusqu'à 1,3 fois SMIC, 1,6 fois SMIC, voire dans le CICE 2,5 fois SMIC. Or, nos développeurs gagnent plus que cela. Donc, évidemment, quand on fait des études, on s'aperçoit qu'ils reviennent le plus cher en Europe à nos entreprises, mais qu'en fait, ils gagnent le moins directement dans leur poche. Ce qui pose un problème d'attractivité. Et je rejoins ce qui a été dit, justement, malheureusement, alors que nous avons certainement un des meilleurs systèmes de formation de développeurs au monde. D'ailleurs, on voit bien que les grandes entreprises mondiales viennent chercher nos ingénieurs dans nos grandes écoles et nos écoles d'informatique, mais qu'on arrive très difficilement à les garder. Cédric Ingrand, est-ce qu'il faut refaire une Silicon Valley, essayer de reproduire le succès d'une Silicon Valley en France ? Reproduire le succès, oui. La reproduire à l'identique, ça me semblerait un peu stérile parce que la Silicon Valley, c'est quand même quelque chose qui est né de manière organique. Il y avait l'université de Stanford, il y a eu les premières grandes entreprises, Intel et les autres, et puis tout ça avec un tissu d'investisseurs locaux qui ont permis de faire éclore toutes ces grandes entreprises aujourd'hui, des géants. Donc, il y a déjà eu des projets de ce genre où on s'est dit, tiens, si on refaisait la Silicon Valley à Saclay en faisant un Google à la française, on a fait Quero. Est-ce que vous entendez encore parler de Quero ? Je ne pense pas. Donc voilà, ça y est, les mauvaises idées, on les a déjà eues. Maintenant, je pense qu'on est en train de passer aux bonnes. La French Tech, il faut expliquer ce que c'est. C'est la puissance publique qui, pour la première fois, en gros, dit aux startups, on vous aime et on va vous aider, on va vous accompagner, on va vous aider à communiquer, à vous exporter, à aller rencontrer des gens à l'international. Et ça a l'air de rien, parce qu'évidemment, tout ce public, tous ces gens, ces entrepreneurs des startups sont des gens qui voyagent déjà. Enfin, ils n'avaient pas besoin qu'on leur montre le chemin de Roissy-Charles de Gaulle. Mais quand même, c'est un vrai pas dans la bonne direction. Ceci couplé à l'éclosion de la
BPI, de la Banque publique d'investissement, qui accompagne maintenant justement des entreprises pour leur faire passer des paliers, pour passer du projet à l'entreprise et puis de la petite start-up à la grande PME. Je pense qu'on est en train de créer, ça y est, un écosystème qui a des chances de fonctionner. Alors évidemment, il y a des handicaps qui sont des handicaps français ou non, mais qui sont à comparer à la réalité de ce qu'on trouve à l'extérieur. Moi, tous les entrepreneurs français qui se sont exportés, qui habitent aujourd'hui à San Francisco, me disent attendez, c'est pas c'est l'Eldorado, absolument, mais c'est pas forcément le paradis qu'on vous raconte quand vous êtes encore en France. Évidemment, l'herbe a l'air plus verte dans la Silicon Valley, mais si vous voulez par exemple maintenir votre niveau de vie, il faudra gagner 2 à 3 fois plus d'argent. Et puis après, on vous parle des assurances sociales, des mutuelles et du reste. Donc, tous les pays ont des avantages et des inconvénients. La France a quand même de sérieux avantages à faire valoir aujourd'hui. Maximilien de Lezelec, il est possible d'établir un lien ou un pont entre la Silicon Valley et le territoire français et la France ? Créer un pont, disons que, comme le rappelaient nos invités tout à l'heure, il y a beaucoup de sociétés qui sont françaises, des idées françaises qui vont s'exporter là-bas pour trouver des capitaux. Et effectivement, de toute façon, fatalement, on en profite puisque leur savoir-faire revient fatalement un jour en France et leurs produits aussi. La French Tech avait fait un bon signe vers les États-Unis 2 fois de suite. Au début de l'année, en se rendant au salon mondial du CES. À Las Vegas, c'est la grande messe, c'est ça, exactement. Il y avait des nouvelles technologies. Tout à fait. Fleur Pellerin était accompagnée de nombreux chefs d'entreprise français, de start-up ou non d'ailleurs, et avait montré que les Français avaient une capacité d'innovation qui était importante. Et ils sont revenus un petit peu plus tard, au mois de juin, à New York, toujours pour montrer entre guillemets que la France a ce capital et qu'il y a effectivement un pont qui peut se créer largement entre les deux, puisqu'on a une énorme capacité d'innovation en France qui entre guillemets se met en place aux États-Unis parce que les capitaux sont là-bas. Mais exactement comme le rappelaient les invités tout à l'heure, ils finissent fatalement par en faire profiter la France. Olivier Mathieu, vous qui, je le rappelle, êtes le cofondateur de Price Minister, sur Internet, la clé, c'est l'innovation ou est-ce que ça ne suffit plus ? Si, l'innovation est fondamentale, effectivement, mais quand on parle d'innovation, c'est pas seulement de l'innovation au sens industriel et traditionnel français, c'est-à-dire l'innovation technologique. Il y a aussi des innovations de type comportemental. On crée des nouveaux comportements grâce aux applications mobiles, grâce aux réseaux sociaux, grâce à ce qu'on appelle l'économie collaborative, la sharing economy en anglais, comme c'est le cas de Price Minister. Vous avez cité Airbnb qui est anglais, mais on peut aussi citer BlaBlaCar qui est français. Ça, c'est l'exemple d'un grand groupe, BlaBlaCar, qui est devenu international en Angleterre, en Allemagne, maintenant en Pologne, et qui fait une innovation qui est purement de la mise en relation entre des gens qui proposent des trajets de voiture et d'autres qui vont être les passagers. Donc l'innovation technologique est relativement faible. En revanche, l'innovation de comportement permet de générer du chiffre d'affaires, donc finalement de la croissance économique. Oui, mais comment on se distingue justement sur la toile ? À partir d'une bonne idée, il faut se faire connaître après. Oui, alors on est obligé effectivement d'investir. Donc tout le point qu'on essayait de décrire un petit peu au début du débat, c'est finalement qu'on a besoin d'argent parce qu'effectivement il faut aller chercher son public. Il faut aussi tester ce qu'on appelle son business model, son modèle économique. Parfois on dit que la définition d'une start-up, c'est une entreprise qui ne connaît pas encore son modèle économique parce qu'il faut avoir le courage et l'audace de tester, d'essayer et parfois d'échouer et aussi de réussir évidemment. Et donc on doit essayer des choses sans forcément être certain que ça marchera parce que ce sont des nouveaux comportements qui n'existaient pas pendant les générations précédentes. Donc il faut un gros ego, être sûr de son innovation, de sa start-up, de son idée, c'est ça ? Être sûr que finalement elle va répondre à de nouveaux besoins pour le consommateur. Les bons entrepreneurs ont une conviction très forte, c'est vrai. Ils ont la capacité d'entraîner, du coup, effectivement, un certain nombre de leurs employés, mais également des investisseurs. Par ailleurs, il faut aussi qu'ils sachent que parfois on se plante, et on peut même se planter dans les grandes largeurs et déposer le bilan. Et dans le fond, ce n'est pas grave, c'est ce qui permet aussi de rebondir. Ce qui est très important, c'est que dans l'ambition des grands entrepreneurs américains, on trouve aussi, en tout cas à travers leur historique, des échecs. Et donc les échecs font partie, ils sont souvent moins graves grâce à la nouvelle technologie parce qu'ils ont demandé moins d'investissement industriel. On n'a pas besoin de machines-outils, on n'a pas besoin d'implantation d'usines. En revanche, il faut quand même de l'investissement pour faire des développements et pour aller à la rencontre de son marché et de ses clients. Marielle Méli-Frère, vous qui lancez votre application, est-ce que d'abord vous avez un gros ego ? Une grosse conviction, on va dire. Ouais. Et la peur de l'échec ? Évidemment. Et c'est permanent. On sait très bien qu'il y a 80% de chances pour qu'on se plante. On parie sur les 20 qui restent. Il faut tout miser sur les 20% de chances de succès. Cédric Ingrand, les startups, on disait tout à l'heure, les startups françaises peinent à accéder au capital risque. D'ailleurs, je crois que les levées de fonds sont en repli sur notre territoire alors qu'elles progressent fortement, par exemple, aux États-Unis. Comment l'expliquer ?
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, pour les investisseurs étrangers, il y a des histoires de fiscalité, mais qui sont pas tant des histoires de désavantages français sur le marché de l'investissement international. Ce que nous reprochent en ce moment les investisseurs internationaux, c'est notre instabilité fiscale. C'est pas tant que ce soit cher ou pas cher, c'est que ça a un peu tendance à changer tout le temps. Souvenez-vous, il y a près de 2 ans, le mouvement des pigeons, ces entrepreneurs justement qui sont rentrés dans le débat de la loi de finances au moment où, par exemple, leur stock option allait être massivement taxé, que le succès soit prouvé ou non. C'est-à-dire que tout à coup, on taxait un bas de laine que vous ne pouviez pas exercer. Bref, c'est à peu près ça que nous reprochent les investisseurs étrangers aujourd'hui, malgré évidemment tous les atouts dont on a parlé jusque-là. Guy Mamoumani, votre point de vue, vous qui présidez, je le rappelle, le Syntec numérique, qui est le premier syndicat des entreprises numériques, sur les problèmes de financement en France. Comment améliorer ? Ça vient d'être très très bien dit. Finalement, créer une start-up, créer une entreprise en général, c'est prendre un risque. Et il faut qu'à un moment ou à un autre, ce risque puisse être rémunéré. Et c'est quelque chose qui en France est très mal vu. Alors d'abord, il est très mal vu pour les entrepreneurs eux-mêmes, qui ont failli d'ailleurs, et ça a été corrigé grâce à ce mouvement dont on a parlé, être taxés de façon absolument surréaliste. Mais il faut rajouter aussi que c'est un point qu'on n'a pas abordé, mais qui est fondamental, y compris dans la Silicon Valley, c'est l'intéressement des salariés. C'est-à-dire qu'en France, il est maintenant impossible de donner des stock options, des actions gratuites à ses collaborateurs et de les faire contribuer à la réussite de l'entreprise. Et je crois que c'est un des points majeurs qui est tout à fait sous-estimé, sur lesquels, bien sûr, France Digital, le Syntec numérique sont très engagés aujourd'hui. Il faut que l'on puisse redonner ces lettres de noblesse au partage de la création de richesse avec ses salariés et en particulier pour ces nouvelles entreprises. Et c'est un point sur lequel il faut vraiment insister parce que je crois que c'est un des éléments aussi qui contribue aux difficultés de développement de ces entreprises. À vous entendre, ce serait juste un problème de fiscalité. Et non, c'est pas juste un problème, c'est au-dessus de tout ce qui a été dit de façon très, très juste, il faut ajouter et les contraintes et les coûts et évidemment la fiscalité. On va marquer une pause dans Europe Soir et on poursuit ce débat tout de suite. Europe Soir. Il est 19h43, c'est la dernière partie des grands débats d'Europe Soir. Nous parlons des startups françaises avec vos invités, Romain Husneau. Oui, sur le web, la France possède des pépites, mais pas de géants. À défaut de rivaliser, la French Tech peut-elle un jour chatouiller la Silicon Valley ? On poursuit évidemment notre débat sur l'économie numérique made in France. Invité du débat d'Europe Soir, Maximilien de Lezeluc, journaliste high-tech chez Tom's Guide, Marie-Amélie Frère, fondatrice de l'application Linode, Cédric Ingrand, spécialiste des nouvelles technologies sur LCI, et Adrien Schmitt, bonsoir, nouvel invité dans ce débat. Bonsoir. Vous êtes spécialiste du Big Data, cofondateur de Squide Solutions. Le Big Data, c'est l'Internet de demain ? Le Big Data, c'est plus que l'Internet de demain, c'est l'industrie de demain, c'est les services de demain. Le Big Data, c'est à l'économie ce que Internet a été à l'économie il y a 10 ans. C'est quoi, on le rappelle pour nos auditeurs, ce qu'est le Big Data ? Le Big Data, c'est l'exploitation des données qui sont générées par tous les systèmes numériques, à commencer par ce que vous utilisez sur Internet, mais également tous les capteurs qui sont progressivement installés dans les appareils industriels. Et quelles sont les suites alors ? Quelles perspectives ouvrent ces fameuses données ? Sincèrement, elles sont infinies. Si on prend, il faut vraiment les aborder secteur par secteur. Dans l'Internet, on les connaît. C'est tout le développement de Google et de tous les grands sites Amazon qui ont les premiers su comment exploiter ces données pour proposer des nouveaux services et conquérir de nouveaux clients. Maintenant, il faut le regarder aussi dans le domaine médical. Comment le fait de collecter des informations sur l'impact de certains traitements sur certaines pathologies à long terme va complètement révolutionner la façon dont on traite les patients. Sur l'industrie, le fait que General Electric et autres mettent des capteurs dans tous leurs moteurs d'avion qui génèrent donc des données pendant les vols pour améliorer la maintenance, la fiabilité, etc. Vraiment, secteur par secteur, on a des applications qui sont gigantesques du Big Data et c'est pour ça que ça va se mettre en œuvre, je pense, sur les 10, 15 prochaines années, tellement c'est une vraie révolution. Donc les chercheurs ont de beaux jours devant eux, si je vous comprends bien et si je vous suis. Mais pour cela, il faut investir massivement.
Ah mais c'est énorme. Mais d'ailleurs, enfin le mot big data est tellement employé, notamment dans la Silicon Valley, que c'est devenu presque, enfin il a presque perdu son sens, quoi. Et maintenant, il faut parler d'application du big data plus que de big data, parce que oui, c'est un secteur gigantesque et pratiquement infini aujourd'hui. Cédric Ingrand, quand on pense investissement, on pense tout de suite aux géants de la Silicon Valley. On va pas les citer, mais évidemment, on pense à Google et les autres. Est-ce que les entreprises françaises ont leur mot à dire ? Oui, bien sûr, parce que ces géants, ils rachètent de manière indiscriminée, que ce soit là-bas ou ici, ils peuvent parfaitement racheter. On voyait tout à l'heure PriceMinister racheté par le géant japonais Rakuten. Ça se passe de manière absolument courante, avec d'ailleurs parfois assez peu de communication. Apple, en ce moment, achète une boîte toutes les 2 semaines quasiment, mais fait très peu de bruit autour de ça, surtout autour de technologies que vous verrez un jour apparaître dans des nouveaux produits Apple. Et là-dessus, il y a pas mal de startups françaises qui arrivent à trouver ce qui est finalement la fin de l'histoire logique pour une start-up, parce que quand vous allez chercher votre premier investisseur, lui, la question qui se pose, c'est quoi? Est-ce que votre projet a des chances de connaître le succès? Et puis, comment est-ce qu'il arrive à réaliser son investissement un jour? Est-ce que c'est au travers d'une introduction en bourse ou est-ce que c'est au travers d'une vente à un plus gros que vous? Et ces débouchés-là, il faut les avoir, on le disait au début. Soit votre avenir, c'est quoi? C'est de grossir jusqu'à devenir un grand groupe technologique? Pourquoi pas? Mais ça arrive pas quand même tous les jours pour les centaines de start-up, les milliers de start-up qu'il y a à Paris aujourd'hui. Donc, l'autre fin de l'histoire, ça doit être la vente ou l'entrée en bourse. On l'a vu encore récemment avec des nouveaux géants français comme Criteo, de la pub sur Internet, qui lui s'est introduit directement sur le Nasdaq. Mais ces portes de sortie-là, il faut qu'elles soient possibles, en tout cas en termes réglementaires, en termes fiscaux par exemple. C'est terrible ce que vous dites, parce que la fin de l'histoire, pour reprendre votre expression, c'est qu'en fait une bonne idée française se fait avaler par un géant américain. Eh ben, prenez à ce moment-là, il faut s'en prendre aux grands groupes français qui auraient dû les avaler plus tôt et moins cher. Il y a déjà des exemples dans l'histoire de start-up françaises qui ont fini par se vendre à l'étranger. Olivier Mathieu en parlait tout à l'heure, parce qu'elles n'avaient pas réussi à se vendre en France. C'est aussi cette prise de conscience-là, c'est ce bout de l'écosystème-là qu'il faut arriver à construire et à consolider pour que du début de l'idée à la naissance d'une entreprise, et pas à sa mort, mais à sa réalisation comme un bloc d'une plus grande entreprise qu'elle, tout ça fonctionne aussi bien que dans la Silicon Valley. C'est pour ça que Dailymotion, qui est un célèbre site de partage vidéo, doit rester français. Enfin, en tous les cas, c'est le message délivré par Bercy et par Arnaud Montebourg. Là, il y avait la petite complication supplémentaire qui est celle d'avoir l'État français à votre capital et donc Bercy comme actionnaire au travers d'Orange. Ça reste un problème un peu particulier. Et puis en plus, c'était un média, donc je pense que ça avait un côté un petit peu sensible. Ça a fait, il se vend tous les jours des startups françaises sans que ça pose le moindre souci, même quand l'État est au capital au travers de grands investisseurs institutionnels ou de grandes entreprises nationales. Donc là, il y avait peut-être la visibilité de Dailymotion et puis le côté média qui a fait que ça a bloqué. C'est l'américain Yahoo qui avait des visées sur Dailymotion. Sur ce sujet, Maximilien de Les Éloques, justement. Ouais, alors justement, c'est intéressant, c'est que bon, il y a le cas de Dailymotion qui a été entre guillemets un semi-échec dans le sens où il n'a pas pu être acheté par un gros groupe américain, mais son audience sous Orange reste tout à fait acceptable. Il y a des groupes, il y a des sociétés françaises qui s'en sortent très bien et qui sont des concurrents d'ordre mondiaux. On a le cas de Deezer qui a existé avant Spotify, qui avait attaqué des marchés que Spotify n'avait pas, les États-Unis par exemple, et qui se sont développés à l'international et qui ont une portée mondiale très intéressante et qui n'ont pas vocation à forcément être achetés. C'est le cas aussi d'OVH, qui est un acteur français d'hébergement, qui fait aussi dans le cloud, qui reste français et qui a une portée mondiale totalement assumée et qui n'espère pas forcément être acheté. Après, c'est vrai que pour des petites pousses, le rachat permet effectivement d'envisager un avenir beaucoup plus solide avec des moyens beaucoup plus importants et peut-être d'arriver plus vite à ce fameux objectif de rentabilité. Adrien Schmitt, le développement des applis, c'est porteur d'avenir? Le développement des applis? Oui, des applications mobiles ou des applications en général? En général. Oui, alors le développement des applis, c'est l'avenir. Alors c'est vrai que ça suit une tendance qui est que les technologies doivent être de plus en plus faciles à utiliser. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous a apporté la Silicon Valley, et en particulier depuis le développement de l'iPhone, mais bien avant, c'est de comprendre que une technologie en tant que telle et une innovation en tant que telle qu'on entend souvent en France, est trop perçue d'un point de vue de l'ingénieur. Waouh, c'est super, on a créé un produit qui est technologiquement extrêmement avancé. En fait, ce que nous apprend la Silicon Valley, c'est que l'essentiel, c'est de se tourner sur l'utilisateur et la façon dont cette technologie va être utilisée. Et ça, c'est ce que permet une appli. Une appli, c'est quelque chose qui est simple, qui est facile. D'ailleurs, le nom même d'appli
véhicule ce message de simplicité, de convivialité. Et on parlait tout à l'heure des innovations d'usage apportées par des sites comme Airbnb et autres. Ces innovations sont absolument fondamentales parce qu'elles ont permis de faciliter les échanges. BlaBlaCar, c'est exactement ça. C'est à partir d'un concept qui est de partager un trajet en voiture, comment faire en sorte que ce soit extrêmement facile pour vous de prendre des gens dans votre voiture et inversement pour vous qui cherchez un trajet de rejoindre la voiture de quelqu'un. La facilité, ça c'est vraiment tout ce qu'apportent les applis. C'est excessivement important dans le domaine de l'innovation dans le numérique. Ce que je retiens de ce que vous dites, c'est qu'il y a un outil central, c'est le téléphone mobile. Tout passe déjà, sans doute, et tout passera à l'avenir par le mobile qui tient dans notre poche ou dans un sac à main. Le mobile, parce que c'est souvent ce qui est le plus à portée de main. Vous voyez, là, il y a encore cette notion de facilité. Mais c'est vrai qu'incontestablement, l'Internet et la mesure d'ailleurs du succès des entreprises Internet se fait en fonction de l'utilisation qu'elles récupèrent sur le mobile. Absolument. Cédric Ingrand, sur cet outil, le téléphone mobile. C'est celui que vous avez toujours dans la poche, c'est celui qui est toujours allumé, c'est celui qui est toujours avec vous. Donc, vous êtes en train d'étendre le possible de la richesse des services qu'on peut vous apporter. C'est-à-dire que quand je vais au bureau le matin, à la fin de l'après-midi, mon mobile, tout seul, sans que je lui demande rien, lui, il sait où j'habite. J'ai pas besoin de lui dire où j'habite et où je travaille. Il le sait bien, il est dans ma poche toute la journée. Donc, il peut me dire en fin de journée, pour rentrer à la maison, il va falloir 28 minutes par le périphérique sud. Bref, des services qu'on pouvait pas rendre à l'époque juste de l'ordinateur, du clavier et de la souris. Enfin, on pouvait les rendre, mais pas de manière aussi fluide et aussi intelligente. C'est quelque chose qui va évidemment aller en s'amplifiant avec l'explosion de tous les objets connectés et nombreux qu'on aura dans la poche, même vous, Romain. Quand on lance une application, Marie-Aline Frère, il faut à la fois de la simplicité et de l'intelligence. C'est ça, il faut refaire. En fait, ça fait 9 mois qu'on travaille sur l'appli. Elle a eu 4 ou 5 versions. Et la dernière, on s'est dit non mais on arrête tout et on recommence à zéro. Et donc on a fait une version extrêmement simple parce que la simplicité c'est vraiment la chose la plus difficile à mettre en place. Et donc on va y aller par incrémentation et on essaye de développer une chose très très simple puisque effectivement c'est une application mobile que on se veut être quelque chose dont on ne puisse pas se passer, donc il faut que ce soit très très simple et adopté immédiatement. Il est toujours possible d'améliorer en fait son idée. Oui. Avec ce souci de simplifier en fait l'usage pour le consommateur lambda. Absolument, oui. Adrien Schmitt, vous qui êtes, je le rappelle, spécialiste du big data et cofondateur de Squide Solutions. Si on est jeune, si on a de l'énergie, est-ce qu'il faut se lancer dans le web ? Il faut se lancer dans les nouvelles technologies, absolument. Enfin, il y a tellement de choses à faire que y a absolument aucun doute qu'il faut faire ça. D'autant plus que les barrières à l'entrée s'abaissent. On voit l'école 42 maintenant qui a vraiment vocation à apprendre à des milliers de jeunes à coder, à développer. Alors on va expliquer ce que c'est. C'est une école en fait financée sur les deniers personnels de Xavier Niel, le patron milliardaire de Free, et qui vise à former alors quel type de profil ? Alors des codeurs, des développeurs logiciels, donc des gens qui sont capables de contribuer au développement, voire de développer entièrement eux-mêmes des applis dont on parlait. Ouais. Avec quel débouché possible, soit intégrer une start-up ou une entreprise numérique, ou soit lancer sa propre entreprise, c'est ça ? Exactement. Et ce sont vraiment les profils qui sont demandés en ce moment. Donc si vous vous lancez là-dedans, il n'y a aucun problème pour que vous ayez des débouchés derrière. Par contre, la concurrence est rude, évidemment, et tout se fait sur la performance. Donc il faut que vous soyez bon, et pour être bon, il faut travailler dur dans ces choses-là. Mais vraiment, ça vaut le coup. C'est vraiment le moment de le faire parce que la demande est énorme et en plus, je pense que c'est vraiment un des secteurs les plus amusants dans lequel travailler en ce moment. Quand vous dites bosser dur, ça veut dire quoi ? Passer 15 ou 16 heures par jour devant son écran ? En fait, je veux dire que c'est pas seulement un travail que vous considérez, mais ça doit aussi être à un moment donné votre hobby. Je sais que nous, par exemple, quand on recrute des gens, on regarde ce qu'ils ont fait, effectivement, leur parcours, etc. C'est bien, mais c'est pas du tout ce qui nous intéresse le plus. Le plus, c'est ce qu'ils ont développé à côté. C'était quoi votre projet de développement personnel ? Enfin, qu'est-ce que vous avez développé comme application, comme maquette, comme truc ? Et vraiment, c'est là qu'on voit les passionnés. Ouais. Marie-Amélie Frère, on voit qu'il y a un peu, quand on lance sa start-up, quand on lance son entreprise, il faut une communauté. Tout à fait. Souvent, d'ailleurs, vous vous regroupez les uns les autres. Quel est l'objectif poursuivi ? L'objectif poursuivi, il est multiple. Je connais Adrien puisque j'ai travaillé longtemps à Numa,
qui est le lieu du numérique à Paris. Et l'avantage, c'est qu'on est au milieu d'autres startups, il y a une effervescence. Si on a une question, il y a à peu près 100% de chance pour qu'il y ait quelqu'un à moins de 20 mètres qui ait la réponse. On apprend énormément de choses, on peut tester immédiatement son produit. Et puis les barrières avec le numérique, elles s'abaissent quand même vachement plus facilement que pour n'importe quel autre secteur. Donc c'est ça. Et cette communauté, on n'est pas des enfants de Facebook, mais on a Facebook depuis le début, donc on sait comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est l'idée. Et là, les premiers utilisateurs, c'est les gens avec qui on bosse tous les jours. Entre start-up, jeunes entrepreneurs, on se serre les coudes. Absolument. Il n'y a pas forcément de rivalité, il y a plutôt de la solidarité. Et on n'a pas peur de parler de ses idées, on n'a pas peur de parler de ses projets. Si on garde dans son coin une idée, il y a à peu près toutes les chances pour que cette idée soit mauvaise. Il faut la faire tester. Et ça, c'est l'économie collaborative, elle vient de ça aussi. Internet, c'était ouvert. Ça l'est de moins en moins. Les applications sont des choses qui sont quand même plutôt fermées. Mais il faut tester ces idées régulièrement. Il faut les faire passer à l'épreuve de autrui. Donc oui, tout à fait. Guy Mamou-Mani, vous qui êtes, je le rappelle, président du Syntec numérique, vous dites aux jeunes, allez-y, lancez-vous. Eh bien, écoutez, je crois que c'est même un des messages essentiels que nous essayons de faire passer. Il faut rappeler qu'il y a 20 à 30 000 offres d'emploi chaque année dans le numérique et dans tous les secteurs qui ont été parfaitement décrits, hein, l'Internet des objets, le big data, l'applicatif. Donc, il y a une véritable richesse aujourd'hui qui est très sous-estimée d'ailleurs aussi bien par l'ensemble de la communauté éducative que par les pouvoirs publics. Et c'est très regrettable parce que il y a vraiment beaucoup de travail, beaucoup de création de valeur, beaucoup d'opportunités. Et d'ailleurs, le Syntec numérique a organisé un événement qui s'appelle les talents du numérique. On a réuni 1300 personnes, dont 800 jeunes, issus de toutes les écoles, qui discutaient avec des entreprises bien plus importantes. Et cet écosystème aujourd'hui était une des forces de notre pays. Et j'aurais voulu d'ailleurs que le président de la République y participe pour voir justement qu'on est là dans un secteur qui semble protégé par rapport à un environnement qui est très dépressif. Eh bien, non seulement là, il y a du boulot, il y a de la création de richesse, mais aussi, il faut le répéter, ça a été un peu déjà indiqué, une solution pour rendre compétitive l'ensemble de l'économie, en particulier grâce au big data, par exemple. Mais alors, s'il y a du travail, s'il y a des offres proposées aux jeunes qui ont de l'énergie, des idées et de l'envie, pourquoi finalement les politiques, en cette période de crise et de fort taux de chômage, ne se jettent pas dessus? Pourquoi justement il n'y a pas un coup de pouce qui vient des autorités? Eh bien, vous avez eu un magnifique exemple avec la dernière déclaration de notre ministre des Finances, M. Sapin, qui a parlé de Twitter comme le diable, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a une telle inculture numérique dans nos pouvoirs publics, à l'exception de quelques ministres, bien sûr, je pense à Mme Pellerin ou Mme Le Maire maintenant, mais globalement une incompréhension des enjeux qui font qu'ils sont plutôt sur des aspects défensifs de l'économie plutôt que de soutenir un des points forts de notre pays. Ouais, donc il faut rappeler quand même que c'est un secteur où il y a 500 000 emplois, déjà 40 milliards. Parce qu'on a beaucoup parlé des startups, du B2C, mais il faut rappeler qu'il y a le B2B, le travail entre entreprises, que vous avez des entreprises de services du numérique qui font partie des leaders mondiaux, que vous avez des éditeurs de logiciels qui marchent très très bien, qui ont déjà réussi à obtenir des tailles critiques et qui aujourd'hui recrutent, développent, rachètent. Donc on est vraiment dans un secteur extrêmement dynamique. Et Guy Mamou-Mani, je vous lance un défi, c'est d'essayer d'obtenir un selfie avec Michel Sapin. Voilà, ce sera sans doute. Eh ben, écoutez, votre réponse au ministre des Finances. Oui, j'ai un dîner avec lui bientôt. Ah donc, ce sera l'occasion, vous nous la montrerez. Merci infiniment, merci à tous d'avoir participé à ce débat, à la fois pédagogique, très intéressant. On a compris qu'il y avait, pour ceux qui en avaient envie sans doute, de beaux jours et de belles idées à développer. C'est la fin d'Europe Soir, c'est la fin de ce débat. On se retrouve demain évidemment à 18h30 pile.
La suite du programme sur Europe 1, c'est avec vous, Samuel Etienne. J'adore ce petit jingle, le club de l'été. Quel est le sommaire? Bonsoir Samuel. Bonsoir Romain. Notre invité ce soir, c'est le comédien François Berléand, l'homme aux plus de 110 films selon un rapide décompte. Je vais lui demander exactement combien tout à l'heure. Et puis ma question très très essentielle du soir, devrions-nous tous méditer? L'exercice remonte à la nuit des temps, pourtant on parle plus que de ça maintenant, de méditer. Je reçois notamment le moine bouddhiste Mathieu Ricard ce soir et le chanteur Michel Jonas, adepte depuis très longtemps de la méditation. Et est-ce qu'on peut méditer sur le web? Mais bien sûr, sans doute. Il suffit de tout éteindre. Merci beaucoup, on vous retrouve tout de suite Samuel Etienne. Bonne soirée, merci beaucoup Olivier, à demain. À demain Romain.